Je me suis mariée, j'avais 26 ans. À un moment donné, on a voulu avoir des enfants. À l'époque, j'avais 28 ans, je rentrais dans ma 29e année. Et elle me dit, vous avez une réserve ovarienne très très faible. Elle m'a dit clairement, vous ne pouvez pas avoir d'enfants naturellement. Les fibromes que j'avais à l'époque étaient placés dans ma cavité utérine, c'est-à-dire dans mon utérus, et il y avait d'autres qui étaient à l'extérieur. Au lieu de prendre votre temps d'étudier, il faut nous faire des enfants, voilà, des choses comme ça, parce qu'on se dit que vous êtes marié, donc votre mariage n'est pas valable tant que vous n'avez pas d'enfants. Quand on est une jeune femme, on rêve de se marier. On se dit, une fois mariée, on va vivre la lune de miel constante, la vie sera extrêmement belle. L'histoire de Nadine aujourd'hui nous prouve le contraire. Lorsque Nadine s'est mariée, tout était beau, tout était calme. Nadine rêvait d'une grande famille avec beaucoup d'enfants. Mais Dieu avait réservé un parcours spécial pour elle. Alors Nadine, lorsque tu te maries avec ton mari, tu es très heureuse. Belle dame, beau monsieur, vous avez des rêves, vous voulez avoir une famille, avoir des enfants que vous accompagnez à l'école tous les matins et à qui tu fais le souper aussi. Mais l'histoire s'est passée différemment. Raconte-nous ton histoire. Je me suis mariée, j'avais 26 ans. Ok. Et mon mari et moi, on s'est remis parce qu'à un moment donné, on était un peu séparés géographiquement. Mon mari est venu me rejoindre peu de temps après. Et à un moment donné, on a voulu avoir des enfants. Mais les choses ne sont pas passées comme on l'avait imaginé. Bon, dans un premier temps, moi, j'avais des problèmes liés, par exemple, à mon cycle. En tant que femme, j'avais... Depuis ton adolescence, oui, c'est ça. Okay. Et j'avais des menstruations qui étaient assez longues, très longues. Et souvent, quand j'étais étudiante, j'avais vu beaucoup de médecins qui m'avaient dit que non, c'était normal. Il y avait aussi la douleur, j'avais des règles douloureuses. Mais à un moment donné, ça m'impacte. C'est-à-dire que ça m'empêchait, par exemple, d'avoir une vie sociale normale. Donc, quand par exemple, je devais aller au travail, quand j'avais des règles, je pouvais pas, j'étais tout le temps anémiée, je ne pouvais pas me déplacer. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais aller voir mon médecin généraliste. Et ce jour-là, c'était en 2016, et il me dit, au fait, vous avez des fibromes, est-ce que vous savez? Je dis, ah bon, des fibromes, de quoi vous me parlez? Et il m'a touchée, il a dit non, vous avez vraiment des fibromes, il faut vraiment que vous allez, vos gynécologues, vous ne l'avez jamais dit. Je dis, j'ai vu tellement de gynécologues qui m'ont dit que tout était normal. Et c'est à partir de là que mon parcours va commencer. Là, tu étais déjà mariée J'étais déjà mariée. Okay. En 2016, je suis mariée en 2012. D'accord. Et c'est à 4 ans après qu'on me découvre que j'ai des fibromes. Ok. Oui. Et là, mon médecin généraliste me recommande à un de ses collègues, de confrères gynécologues qui est spécialisé dans ce domaine, pour voir vraiment comment les tailles des fibromes étaient, tout ça. Et donc, je rentre dans le parcours, je vais voir le médecin me dit « Ah, ben vous en avez beaucoup, hein, madame, on ne vous a jamais dit ?» Je dis « J'ai toujours eu des règles assez hémorragiques, mais on m'a dit que c'était normal. » Et là, il me dit, si vous avez un désir d'enfant, il faudrait qu'on vous opère. C'est-à-dire, il faut qu'on vous retire les fibromes, parce que les fibromes que j'avais à l'époque étaient placés dans ma cavité utérine, c'est-à-dire dans mon utérus, et il y avait d'autres qui étaient à l'extérieur. Donc, ceux qui étaient à l'intérieur de mon utérus avaient vraiment un impact, par exemple, si je devais avoir un enfant. Et là, on s'est dit, mon mari, moi, si c'était la solution pour avoir nos enfants, il fallait me faire opérer. Donc, je me suis fait opérer. Très bien. Et ça s'est passé comment l'opération? Ça s'est bien passé parce que du coup, j'avais eu 2 avis médicaux pour être sûre que je faisais le bon choix. Et on a fait l'opération. On nous a dit, 6 mois après, vous pouvez commencer vos tentatives pour tomber enceinte. Okay. D'accord? Donc, on a attendu 6 mois pour que, par exemple, la cicatrisation de mon utérus soit faite. Et 6 mois, mon mari m'a dit, on se lance. Voilà. On lance le travail. On se lance pour avoir des enfants, tout ça. 6 mois après, toujours rien. Ok. Et là, comme on a déjà eu,
4 ans après, j'ai des antécédents, j'ai dit, là, moi, je ne vais plus perdre du temps, il faut voir vraiment ce qui se passe. Ok. Et heureusement, j'en avais un jour, je parlais banalement de ce sujet à une de mes collègues qui était ma chef de service parce que à un moment donné, je me sentais pas bien, quoi. Et elle me dit, je ne savais pas que tu vivais ça, moi aussi je suis passée par là. Et là, elle me recommande un de ses médecins qui est spécialisé dans l'accompagnement, dans la fertilité. Donc, je suis allée dans le centre de fertilité. Et là, on fait les examens, mon mari et moi. On revient quelques semaines après. Et là, le médecin nous dit, mais madame, c'est catastrophique vos résultats. En fait, à l'époque, j'avais 28 ans. Je rentrais dans ma 29e année. Et elle me dit, vous avez une réserve ovarienne très très faible. C'est-à-dire que j'étais en préménopause. Waouh, à 28 ans. Voilà. Et en plus, j'avais une de mes trompes qui était bouchée. Oh là là. Donc, pour mon médecin, le tableau était très noir, quoi. Et moi aussi, mon mari, on était en décomposition parce que on venait juste de passer par une autre... je venais juste de me faire opérer. Et pour moi, c'était... Voilà, il n'y avait plus... Est-ce que c'est ce médecin qui t'avait dit qu'il est impossible pour toi d'enfanter? Oui, elle m'a dit clairement... vous ne pouvez pas avoir d'enfant naturellement. Wow. La seule option que vous avez et qu'on ne doit pas perdre du temps, c'est directement la fécondation in vitro parce que déjà, on ne peut pas faire... Enfin, il y a plusieurs types de protocoles, mais celui-ci était le plus adapté à notre situation. Ok. Et là, c'est la douche froide. On sort de là avec une longue liste de médicaments, d'hormones, des prescriptions à prendre. C'était dur. Donc, avant qu'on entre dans ça, je voudrais savoir quel était l'état d'esprit, quelles étaient les conversations déjà à la maison et au niveau de la famille. Parce que, étant afrodescendants, nous savons que les familles, quand tu te maries, 3 mois après, on commence à guetter ton ventre. 9 mois après, on demande où est le bébé. Donc, comment est-ce que tu vivais la situation avec ton époux? Et comment est-ce que tu vivais la situation avec tes familles, ta famille et la famille de ton époux? Avec mon mari, vraiment, cette situation a encore consolidé notre union parce que on s'est mis d'accord au fait, par rapport à comment on doit gérer notre environnement, l'entourage, parce qu'on avait beaucoup de réflexions. On avait beaucoup de réflexions. Entre parenthèses, est-ce que ton mari savait que tu avais des problèmes avant de t'épouser? Non. Il ne savait pas. Et moi non plus, je n'étais pas au courant. Ok, tout ce que tu savais, c'est que tu avais souvent des règles abondantes, irrégulières. Voilà. Mais pour moi, ce n'était pas... parce que comme on nous a toujours... Souvent, quand on est une jeune femme, on ne nous explique pas un peu comment notre cycle fonctionne. Et on a toujours cette mentalité aussi que c'est normal qu'une femme ait mal pendant ses règles, en fait. Oui. Et du coup, donc mon mari et moi, on s'est mis d'accord, voilà, parce que lui aussi, il avait des réflexions de son côté. Et moi aussi, j'avais des réflexions de mon côté. Et on se trouvait, c'est-à-dire on a créé un cocon pour essayer de ne pas être très impacté par des propos qu'on pouvait avoir. Par exemple, j'ai mon frère, par exemple, qui a eu un enfant avant moi. C'est-à-dire, c'est mon petit frère, me suit directement. Il s'est marié après toi. Oui, et il a eu un enfant avant toi. Moi. Voilà, voilà. Et là, il y a une amie qui me dit, tu es là-bas jusqu'à ton frère t'a dépassé pour... qu'est-ce que tu attends? Ça t'a touché. Ça m'a touché. Et il y avait un jour, on était allé dans notre pays d'origine. Ça, on savait, on s'est un peu blindé, un peu psychologiquement, mon mari et moi. Parce que quand on allait y retourner, ça allait fuser, quoi. Ça allait fuser les réflexions. Et il y a une de mes tantes qui me dit, oui, qu'est-ce que vous attendez? Je crois que vous allez venir à 3 ici. Ta cousine, là, qui est partie récemment, elle s'est mariée 1 an après, ils ont déjà 2 enfants. Qu'est-ce que vous attendez? Wow. Au fait, on peut être préparé, mais il y a la manière de le dire aussi et les mots qu'on utilise d'une manière ou d'une autre a un impact. C'est ça. Ou, au fait, à un moment donné,
même si on peut être fort psychologiquement, on est atteint. Moi, mon mari, en fait, c'est après qu'on a eu notre enfant qui m'a dit un peu ce qu'il entendait comme réflexion, parce qu'il n'a pas voulu que je sois impactée. Et lui, il vivait ça comment? Lui, il le vivait plus ou moins bien. Des fois, je sentais vraiment qu'il y avait de la tristesse. Quand, par exemple, on va dans des événements de famille, les baptêmes, les mariages. On est les seuls couples qui n'ont pas d'enfants. Alors, vous êtes mariés. Et on est mariés bien avant. Les gens savent qu'on est mariés et on entend il y a des sous-entendus. Oui, il n'y a pas d'assiette cassée dans votre maison. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Voilà, c'est... Quand il y avait un... je sais que là, mon mari a été vraiment affecté. Il y avait un de ses cousins qui l'avait appelé Il venait d'avoir un enfant sur son cousin et il l'appelle, il lui dit ah, je viens d'avoir mon enfant, on attend votre tour. Hein. Oh là là! Et le soir, là, je savais que ça a été dur. Bon, on s'entend que des fois, lorsque les gens le disent, c'est pas à partir des mauvaises intentions, des fois c'est pour taquiner. Sauf que lorsque tu vis une situation difficile, ça fait beaucoup plus mal. Ça rappelle la difficulté qu'on est en train de vivre, ça rappelle les moments difficiles qu'on est en train de vivre et ça peut faire plus mal. Ou est-ce que toi tu penses que parmi ces personnes, il y en avait vraiment qui le disaient avec un mauvais fond? Il y avait des personnes, par exemple, en fait, il y avait deux catégories de personnes. Il y avait des personnes peut-être qui s'inquiétaient pour nous et qui venaient pour voir si ça allait, comment ils pouvaient nous aider. Mais il y avait d'autres personnes, on sentait quand même que c'était pour nous blesser, surtout moi en tant que femme, parce que comme je suis allée, j'ai étudié, souvent on me disait, vous les longs crayons là, au lieu de prendre votre temps d'étudier, il faut nous faire des enfants, voilà, des choses comme ça, parce qu'on se dit que vous êtes mariés, donc votre mariage n'est pas valable tant que vous n'avez pas d'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est en train de certifier que votre mariage, voilà, c'est un vrai mariage, quoi. Et je sentais au fait qu'il y avait un manque de respect, c'est-à-dire quand on n'avait pas d'enfant, on n'était pas considéré. Très bien. Donc, vous vous engagez dans la fécondation in vitro, de commun accord. Oui. Et comment vous vivez cette étape? Sérieusement, c'était très, très dur. Parce que déjà, on sort de là avec une très longue ordonnance de prescription. Qu'il faut payer. C'est pas supporté par la sécurité sociale. Et en plus, nous, on était allés dans un cabinet privé. Et donc, il fallait prendre des injections des heures très précises et après vérifier que ces injections que je prenais, en plus parce que c'est moi qui prenais les injections, marchaient. C'est-à-dire que, par exemple, je devais faire une stimulation, c'est-à-dire faire travailler mon organe reproducteur pour féconder assez d'ovocytes pour, désolé, ça va un peu technique, hein, d'ovocytes pour permettre après de faire la rencontre entre la semence de mon mari et mes propres ovocytes. Donc, les hormones, là, il fallait, quand je faisais les simulations, chaque soir, chaque 2 jours, je devais aller très, très tôt le matin au centre de fertilité, faire des prises de sang, faire des échographies pour voir si la stimulation que je suis en train de faire est en train de marcher, parce qu'il peut y avoir des échecs. Et la première fois que j'étais allée, le matin, à 6 heures, parce qu'en plus, c'était en hiver, donc il faisait tout le temps froid, il faisait tout le temps nuit. Et quand le jour que j'ai poussé la porte et j'ai vu le nombre de couples qu'on était, là, c'était... je sais pas comment vous dire, c'était... Je sais pas, j'ai été un peu dévastée, quoi. Je me dis, finalement, on est nombreux à vivre ça. Parce que souvent, on se croit qu'on est tout seul. Mais en même temps, je me dis, c'est notre solution pour avoir les enfants. Donc, j'étais très déterminée. Et donc, chaque 2 jours, j'étais là, on faisait les prescriptions, on faisait les stimulations la veille. Je venais, je contrôlais. Le médecin me disait, OK, ça marche, mais il faut... En fait, à chaque fois, il fallait ajuster aussi les doses d'hormones que je prenais. Et quand quand la stimulation avait bien marché, j'avais un certain nombre
d'ovocytes qui pouvaient faire bien la fécondation. Donc, la deuxième étape, c'était aller en laboratoire pour qu'on me fasse une ponction, c'est-à-dire qu'on récolte les ovocytes qui a été simulé, puisque moi, le problème, c'est que comme j'avais une de mes trompes bouchées, on ne peut pas faire techniquement ce qu'on fait naturellement, les spermatozoïdes de l'homme qui vont rencontrer l'ovocyte et créer un embryon. Okay. Donc, comme moi, j'avais un handicap, donc on va créer cet environnement en laboratoire, en fait. Okay. Donc il fallait aller ensemble. Donc, on a fait une ponction de mes ovocytes et pareil, on a recueilli les spermatozoïdes de mon mari. Et après, on a fait tout ça en machine et en laboratoire. Donc, il fallait attendre qu'il y ait une fécondation et après avoir un embryon. Donc, quand ça a marché, la fécondation, il fallait après faire un transfert de ces embryons au niveau de mon utérus. Donc, il fallait retourner encore. Il fallait aussi retourner encore en laboratoire pour qu'on me fasse le transfert. Maintenant, il faut attendre. Il faut attendre 15 jours pour savoir si ça a marché, il y a une implantation de l'embryon ou pas. Ce sont les 15 jours les plus longs parce que on est là, on se dit en même temps peut-être que je suis enceinte, en même temps on se dit je ne veux pas trop m'emballer, peut-être, en fait c'est tellement, on a un ascenseur émotionnel, en tout cas pour les femmes qui traversent ça, c'est compliqué, émotionnellement, physiquement, voilà. Et on est là, on espère. Et malheureusement, dans notre cas, 15 jours après, il fallait faire une prise de sang pour vérifier. Enfin, il y a une hormone qu'on appelle l'hormone HCG, qui c'est l'hormone qui détermine que vous êtes enceinte ou pas. Donc, j'avais fait la prise de sang 15 jours après. Et non, ça n'a pas marché. Comment tu as réagi ce jour? Le jour-là, j'ai dit, c'est fini, quoi. J'ai dit, avec toutes les hormones que j'ai... Enfin, c'est-à-dire, c'est lourd. Je dis non, c'est pas possible. Tellement qu'on était tellement confiants, on était tellement sûrs, on était là pendant au moins 3 mois. Pendant les semaines qui ont suivi après, j'étais l'ombre de moi-même, quoi. C'est-à-dire, il fallait pas me parler, fallait pas me chercher, quoi. Et ton mari, comment est-ce qu'il a réagi? Mon mari, il a été très abattu. C'est vrai qu'il me supportait, lui aussi il croyait beaucoup à cette tentative. Mais ça a été un coup vraiment de massue pour nous, quoi. Et comment vous faites pour rebondir et remonter la pente? Sans vous mentir, pendant 3 semaines, j'étais là, je posais des questions à Dieu. Je disais, est-ce que avoir des enfants, est-ce que c'est réservé à une catégorie de femmes ou pas à d'autres? En fait, j'étais vraiment là, c'est là où je suis rentrée vraiment dans une introspection. Okay. Et j'ai même arrêté de travailler parce que je n'étais pas bien. J'ai dit à ma chef de service que ça n'a pas marché puisqu'elle était un peu au courant de... Oui. Voilà. Et je lui ai dit, et elle m'a dit, prends le temps qu'il te faut. Et c'est là que je suis rentrée dans un processus d'introspection. Et c'est là que vraiment j'ai découvert une autre relation avec Dieu. Parle-nous de ça. Comment Dieu a intervenu dans ton histoire? Franchement, j'ai suivi beaucoup de témoignages de femmes qui, après un moment d'infertilité, ont eu des enfants, mais ça ne me parlait pas. C'est-à-dire que je trouvais ça trop abstrait, trop lointain. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles. Et il faut que tu me dises vraiment qu'est-ce que cette situation veut, voilà. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Voilà. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à écouter des enseignements. J'ai par exemple des enseignements sur... le Seigneur m'a beaucoup aidé, hein, parce qu'à travers certains enseignements, par exemple, sur les hôtels de famille, okay. Parce que le Seigneur m'a donné des directions très précises de faire des enquêtes dans ma famille. Très bien. Tu as fait ces enquêtes? Oui.
Qu'est-ce que tu as découvert? J'ai découvert qu'en fait, je ne suis pas la première à avoir vécu ça. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y a beaucoup de mes tantes qui ont vécu ça et qui finalement, elles, n'ont pas eu d'enfants. Mais personne. En fait, ça a été tout le temps tu dans la famille. C'était un tabou. C'était un tabou. J'ai posé des questions. J'ai vraiment posé des questions. Au fait, le Seigneur m'orientait vers les personnes que je devais vraiment questionner. Et j'ai découvert au fait que beaucoup aussi avaient des enfants, tombaient enceintes, mais ne gardaient pas leur grossesse jusqu'à la fin. Et c'est là que j'ai changé de manière de prier. Comment tu as commencé à prier? Déjà, il y a des versets, c'est-à-dire j'ai travaillé sur mon identité. Parce que j'avais suivi une formation sur l'identité, sur ce qui, en fait, l'héritage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et pour moi, la fécondité fait partie de cela. Et du coup, je me disais, il y avait un verset qui m'a beaucoup aussi touchée, c'était « Je suis une créature merveilleuse ». Et je me disais, si je suis une créature merveilleuse, pourquoi j'ai autant de maladies? Pourquoi j'ai dû passer par les fibromes? Pourquoi j'ai une insuffisance ovarienne précoce? Pourquoi j'ai des trompes bouchées? Je ne pense pas que tu m'as conçu de manière intentionnelle avec toutes ces maladies. Et donc, j'ai aussi appris sur la puissance du sang de Jésus. En fait, c'est tout un enseignement. Oui, justement, la puissance du sang. Je veux que tu reviennes dessus parce que des fois, les gens se disent je vais juste prier. Sauf que la prière sans la compréhension peut être vide. Donc, tu as compris certaines vérités spirituelles qui t'ont permis de prier différemment, comme toi-même tu l'as dit. Donc là, tu nous parles de la puissance du sang de Jésus. Quelle est la révélation que tu as eue par rapport à la puissance du sang de Jésus? J'ai compris, parce que j'avais suivi tout un enseignement, parce qu'à un moment donné, je faisais que ça. Je suivais vraiment des enseignements bien ciblés. J'ai compris au fait que toutes les maladies que j'ai, Jésus l'a déjà porté. Donc ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas normal au fait. Ce n'est pas du tout normal. Tu ne devais pas mener des combats qui avaient déjà été remportés. C'est ça. Et donc, je me suis juste appuyée sur tout ce qui est déjà... En fait, je me suis juste appuyée sur tout ce qui a été déjà remporté par Jésus pour aller réclamer ce qui est de mon droit, en fait. Et c'est là que j'ai commencé aussi à faire des déclarations, à faire des proclamations. Je mettais toute... mon mari, à un moment donné, je crois qu'il me prenait pour une folle, mais je savais ce que je faisais. Ok. Tu proclamais, donne-nous des exemples de proclamation. Parce que je vois une femme là qui est en train de nous écouter, qui se dit, ok, ça fait 5 ans que j'attends, ça fait 6 ans que j'attends. Je veux savoir pour m'inspirer. Voilà. Par exemple, je proclamais quand je me réveillais très tôt le matin, quand je suis seule, et je proclamais sur mon utérus, sur mes organes reproducteurs. Tu disais quoi? Je déclarais que mon ventre, c'est-à-dire mon ventre porte la vie. Amen. Je suis une porteuse de vie. Et je visualisais du coup mon bébé. En fait, j'étais devant mon miroir et je faisais ça. Les gens me prenaient pour une folle, mais je prenais par exemple un coussin, je me mettais dans mon t-shirt et je me visualisais déjà enceinte. Comme avec une femme avec un gros ventre. Voilà. Là. Et je déclarais déjà sur l'arrivée de mon bébé. Je déclarais, je voyais déjà... Et ça, c'était après la fécondation. Pour moi, c'était... Avant la fécondation, tu ne le faisais pas. Je ne faisais pas. Parce que tu te disais que, ok, j'ai une option. Ça va marcher. Je dis, le médecin me dit, il y a on peut faire une deuxième tentative. Je dis, mais avant de faire il faut que je travaille d'abord d'autres terrains, en fait. Voilà. Et là, j'étais vraiment rentrée dans un engagement vraiment spirituel. Et surtout quand j'ai eu aussi la conscience que, en fait, j'ai un terrain familial un peu qui était aussi qui pouvait aussi jouer. Donc j'ai coupé beaucoup de choses, quoi. C'était vraiment un engagement. Et aussi j'ai suivi un enseignement qui m'a beaucoup impacté. C'était un enseignement je sais pas si d'un pasteur qui parlait de Anne. Très bien. Il a dit, ça c'est une phrase que je garde jusqu'à présent. Il a dit, au début ça m'a un peu énervé, mais il avait raison. Il a dit,
Anne a beaucoup pleuré, hein. Elle a beaucoup pleuré. Mais le jour qu'elle a compris que Dieu avait besoin de quelqu'un, parce qu'il manquait à l'époque des prophètes qui pouvaient parler de la part de Dieu, elle allait changer sa prière. Et quand j'ai entendu cet enseignement-là, moi, je fais des choses bêtes et méchamment. Je suis allée dans la chambre et je dis, Seigneur, je ne sais pas de qui tu as besoin sur cette terre. Mais si tu as besoin d'un architecte, si tu as besoin de, je sais pas, d'une enseignante qui vient de toi, Seigneur, moi, je veux porter cet enfant. Wow. C'est comme ça que je suis allée prier. Ok. Et cet enseignement m'a tellement, même quand j'en parle encore, ça m'a tellement pénétré. C'est là que j'ai compris que, au fait, nous ne sommes pas là juste pour, au fait, porter un enfant, c'est un don, c'est une grâce, mais nous sommes aussi des vases, au fait. C'est ça. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je veux être ce vase. Je ne sais pas qui tu cherches spécialement pour cette génération, mais je veux être cette femme qui va porter cet enfant. Donc, quand j'ai fait tout ça sur le plan spirituel, donc j'étais plus confiante. Ok. Est-ce que c'est ça que tu appelles l'alliance dans ton livre? Oui. Et après, j'ai dit au Seigneur, si tu me confies un enfant, tout comme Anne, au fait, moi, quand je lis la Bible, comme j'ai beaucoup d'imagination aussi, je me dis, si Anne a pu faire ça, donc je me mets un peu dans la position là, quoi. Je me dis, Seigneur, comme Anne, ben, je fais une alliance avec toi. Quand tu vas me confier des enfants, ben, je vais témoigner. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais je vais parler. Je vais parler de la douleur que j'ai ressentie. Je vais parler de comment les femmes sont méprisées parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Je vais parler pour que les couples soient soutenus dans cette épreuve parce que finalement, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, pour moi, c'était bon. J'avais le OK de Dieu. Et mon mari me dit, je lui dis, est-ce qu'on va voir le médecin encore pour la deuxième tentative? Il me dit, bon, si tu veux. Ok, je suis allée toute seule. Et c'était... Tu es allée toute seule? Oui, je suis allée toute seule. Pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas accompagnée? Il n'y croyait plus. Il n'y croyait plus. Et je suis allée, c'était un 16 novembre. Il y a des dates qu'on n'oublie pas, quoi. Un 16 novembre, il faisait bien gris comme ça, là. Donc, je devais encore aller avant d'aller au travail. Et je vais voir mon médecin. Elle me dit, alors, madame, vous allez bien depuis la dernière fois? Comment vous allez? Je lui ai un peu expliqué. C'était le même médecin? C'était le même médecin. Elle vous l'a dit. Donc, elle voulait encore augmenter les doses. Je dis, non. Je dis, je ne veux plus prendre de doses d'hormones, là. Et elle m'a dit, bon, on va contrôler quand même si tout fonctionne bien. Donc, je fais, elle dit, installez-vous, comme une visite chez un gynécologue, quoi. Elle me dit, je vois quelque chose. Dans ma tête, elle dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que c'est un autre symptôme? Est-ce que c'est quoi encore? Elle m'a dit, je crois qu'il y a un œuf. Dans ma tête, je ne décortique pas encore l'information. Et du coup, elle tourne l'écran du monitoring où elle voit l'écho. Elle me dit, je crois que vous êtes enceinte. Ouh. D'accord, ok. J'étais là. Est-ce que je suis en joie ou bien je reste calme? On se calme. Elle me dit, je crois que vous êtes vraiment enceinte. Et en plus, j'étais enceinte, il y avait de 3 semaines. Je ne savais pas. Donc, elle dit que là, on voit maintenant l'embryon, le cœur. Mais elle dit, pour être sûre, vous allez me faire une prise de sang pour confirmer, mais je sais que vous êtes enceinte. Et le jour là, je sors, je fais la prise de sang. Et après, je devais encore aller au travail. Oh là là. Et je lui envoie. C'était une longue journée. Oui, et je lui envoie. Et elle reçoit les résultats. Elle me dit, madame, vous êtes enceinte. Wow. Je ne savais même pas comment sauter au travail. Je ne savais pas. J'appelle mon mari. Je lui dis l'information. Je crois que son cerveau ne captait pas. Ne captait pas vraiment. L'information. Mais pour être sûr pour moi, parce qu'à l'époque, j'avais tellement de tests de grossesse. Pour toutes les femmes qui font les essais bébés, on a tout le temps des tests. C'est avec comment tu appelles ça, les dispositifs en plastique. Oui. Ou c'était des tests sanguins. Non, c'était on fait avec l'urine.
Ok. Donc, Et tu gardais tout ça? Oui, oui, j'avais une armoire. Parce Où que tu gardais? je gardais ça là-bas. Pourquoi? Mais parce que à chaque cycle, on essaie d'avoir des enfants, à chaque fois, j'essayais. Quand je faisais moi-même la prise de sang pour voir le petit plus ou bien enceinte. Ça ne marchait pas. Donc, il me restait un dernier test de grossesse. Et je l'ai sorti de mon tiroir. Et je l'ai fait. Et quand j'ai vu enceinte, en fait, je n'arrivais pas à croire. J'ai pris en photo. Je regardais la photo. Et je l'ai envoyé à mon mari que, voilà, vraiment, on va vraiment voir un enfant. En plus, c'était un vendredi. On a passé tellement un bon week-end. On était en tout joie. Et ne soyez pas trop, mais j'étais tellement reconnaissante. Mais en même temps, je savais que Dieu avait exaucé ma prière. Dieu avait agi. C'est-à-dire, tu avais tout essayé. Oui. Tu as essayé tous les moyens médicaux qui n'ont pas marché. Mais tu as pris la peine de revenir en toi-même, de chercher le Seigneur et de conclure cette alliance. Oui, c'est ça. Et Dieu a répondu miraculeusement. Et depuis, en fait, j'ai eu une grossesse tellement apaisée. C'est quelque chose, hein. Je sais pas. En tout cas, je prends un petit moment parce que... J'imagine. Ouais, vous pouvez voir à travers l'écran à quel point elle est émotive et c'est tout à fait normal. Quand on est passé par ce genre de moment, on voit la vie différemment. On a un témoignage différent. Et je dis, l'histoire de Nadine aujourd'hui, c'est une histoire qui doit encore nous interpeller. On dit souvent, il faut avoir traversé une situation pour comprendre ce que l'autre est en train de dire. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont s'identifier à son histoire et qui vont aussi être inspirées par son histoire. Donc, Nadine, ensuite, l'arrivée du bébé. Oui, j'ai l'arrivée du bébé, tout le monde était tellement content, c'était le trophée, quoi. C'est-à-dire quand on nous attendait, tout le monde attendait qu'on ait notre enfant, c'est une fille. J'étais tellement contente parce que je voulais avoir une fille aussi. Et c'était vraiment la joie, comme j'avais fait ma promesse au Seigneur, je l'ai consacrée. En fait, moi, tout ce que... Quand tu dis tu l'as consacré, c'est-à-dire que, comme Anne, oui. je l'ai remis au Seigneur. C'est-à-dire, merci Seigneur pour cet enfant que tu nous as confié. Mais je te le remets, on a fait une alliance. Je te le remets. Et maintenant, à mon tour de respecter ma part d'alliance, au fait. Et c'était en 2019. Donc, à l'époque, je me suis mariée à 26 ans. J'ai eu mon premier enfant à 33 ans. Wow. Donc, 7 ans après. Donc, le chemin a été long. Mais ça ne s'arrête pas là. Le chemin a Plus tard, la famille se dit, on aimerait bien avoir un deuxième. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Là, on est en 2024, fin 2022. Et quand même avoir un deuxième pour que ma fille ne soit pas toute seule. Donc, mais je ne voulais pas, de manière inconsciente, je ne voulais plus rentrer dans... Je sais comment c'est très très lourd. Je ne voulais plus rentrer dans le protocole de fécondation in vitro, tout ça. Mais je vais quand même voir mon médecin pour qu'elle me fasse les bilans sanguins, tout ça. Les hormones, si ça va bien. Elle me vient, je la vois dire, vous allez bien, votre... On part, et je fais les examens, je reviens, me dit, votre taux est encore plus, c'est-à-dire le taux, c'est-à-dire ma réserve ovarienne est encore plus basse que la première fois. Et elle me dit que vraiment, pour la France, ça va être compliqué. Donc, je vous recommande d'aller en Espagne. C'est-à-dire, la France s'est déclarée incompétente. Parce que dans les centres de fertilité, ils ont des statistiques. Et du coup, quand ils sentent que la prise en charge d'une patiente va être un peu plus compliquée pour ne pas biaiser leurs statistiques, souvent ils recommandent aux couples ou bien aux femmes d'aller à l'extérieur, et notamment en Espagne. Quand elle m'a parlé, comme je sais que c'est parole comme parole, c'est ça. Je dis non, docteur. Tout comme ça, hein. Je lui dis non, docteur, je n'irai pas en Espagne. Tu avais déjà gagné en foi. Je n'irai pas en Espagne. Alors que la première fois,
C'est là où moi-même, quand je suis sortie de cette consultation la deuxième fois, j'ai dit, wow, j'ai vraiment mûri. Alors que la première fois, j'étais là-bas, je pleurais, j'étais dans la salle d'attente, je pleurais. Mais la deuxième fois, je dis, non, docteur, je n'irai pas en Espagne. Et je suis passée à autre chose. Ok. Et la fin d'année après, je suis allée encore dans la prière et j'ai mis en place mes routines. C'est-à-dire, à part la prière aussi à l'époque, j'avais changé aussi mon alimentation, je mangeais moins de sucre. En fait, j'ai dit, bon, si ça marchait la première fois, pourquoi ça ne marcherait pas la deuxième fois? Et là, on était en début décembre quand j'étais allée voir mon médecin. Et début janvier 2023, j'étais enceinte. Waouh! J'étais enceinte de ma deuxième qui a maintenant 1 an. Waouh! Félicitations. Oui. Donc aujourd'hui, tu as 2 filles. Oui, 2 filles. Une qui a 5 ans et une qui a 1 an. qui sont bien portantes. Oui, c'est qui ça. font la joie de leurs parents. Oui. Super.